nous, Anticor, ça fait des années qu'on bosse sur un plaidoyer où on dit ce que nous, on pense qu'il faudrait mettre en place pour diminuer cet état de fait, améliorer les mécanismes. Et sur ça, on n'est pas du tout écouté. Souvent, on est invité à l'Assemblée nationale pour parler de nos propositions. Quand il y a un texte de loi qui est en préparation, on prépare toujours quelque chose, on les envoie aux députés. C'est quand même très très rare que ce soit subi d'effet. Les gens nous disent arrêtez d'y aller. Non, en fait, on continue à y aller. On continue à croire que ça peut être utile à quelque chose. Par exemple, ça fait des années qu'on dit qu'il faut réglementer davantage les marchés publics. Les marchés publics, mais c'est l'enfer. On a plein de dossiers de marchés publics. 92, non? Ouais, partout. C'est un petit surnom du département 92? Ah, je sais pas. Le panier de crabes. Ah oui. Ouais. Mais en fait, il y en a partout. Bon, c'est pas du tout pas du tout propre au 92. C'est hallucinant à quel point il y en a partout. Et à chaque fois, on parle de dossiers où il y a, franchement, en moyenne, 26 millions en jeu sur un marché public. Et encore pire, d'ailleurs, parce que nous, on a fait un signalement sur le dossier du Grand Paris, par exemple. Ça, c'est un truc hallucinant. Le dossier du Grand Paris, il y a eu un rapport d'enquête de la Cour des comptes qui explique qu'il y a 200 marchés publics irréguliers. C'est un truc de dingue. Et la Cour des comptes dit qu'il y a eu un dérapage financier de 13 milliards d'euros. Donc la Cour des comptes balance ça, et en gros, personne ne réagit. Personne ne réagit. Donc c'est nous qui allons prendre le rapport de la Cour des comptes et écrire au procureur pour lui dire quand même, là, va falloir faire quelque chose. Et les procureurs, je pense qu'ils ont entendu. Là, il y a des actes d'enquête en cours. Mais en fait, c'est tellement complexe. Et je pense que la justice n'est pas assez armée sur ça. La justice et les policiers spécialisés, puisqu'on a Yellow Cliff, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Et il y a la BRDE, qui est la brigade de répression de la délinquance économique, qui bosse souvent sur ces dossiers-là. Mais ils sont pas assez armés sur les 200 marchés publics là en question. Vraiment, un marché public, ça doit être un mois de boulot en fait pour décortiquer tellement c'est ultra complexe. Donc nous, ça fait des années qu'on dit que les marchés publics ça va pas, qu'il faut les encadrer. Et là, il vient d'y avoir la loi ASAP. Et la loi ASAP déréglemente ce qui est maintenant le code de la commande publique. Et je comprends qu'ils aient pu en tout cas entendre la voix des collectivités qui leur disent mais arrêtez avec la paperasse, nous on veut faire, on ne veut pas remplir des bulletins et des dossiers dans tous les sens. Je comprends qu'il y ait cette voix d'un côté et que ce soit nécessaire de l'écouter, mais en même temps quand on voit le Grand Paris, 13 milliards sur nos finances publiques, c'est... On fait des lits d'hôpitaux. Mais comment on a pu laisser faire ça? Comment c'est possible que le Grand Paris, on arrive avec un truc sans mise en concurrence? Enfin, c'est hallucinant quand même sur un marché de cette ampleur-là en France. Oui, on laisse les gens faire des avenants, prolonger le bazar, augmenter les prix. Évidemment qu'on arrive à des dérapages phénoménaux, mais on est dans un contexte de crise depuis tellement longtemps, en fait, c'est pas normal de laisser faire ça. Et donc, là arrive la loi ASAP, et évidemment, toutes les assos anticorruption hurlent. Et le truc est passé, c'est-à-dire que maintenant, il y a un plafond qui est augmenté, et en plus de ça, les collectivités peuvent, pour des raisons d'intérêt général, décider de ne pas recourir... de ne pas respecter les règles de mise en concurrence du marché public, mais on n'arrête pas de le dire, l'intérêt général c'est le contraire, l'intérêt général c'est que tout soit bien bordé et qu'on contrôle la dépense financière, parce que cet argent-là qu'on perd dans ce genre de process, finalement on en a besoin pour énormément d'autres choses, et on le voit très bien en ce moment. Est-ce que ces dépassements, est-ce que cet argent de la corruption, de temps en temps, ça arrive dans les caisses des partis politiques? Il y a un gros problème, oui, sur le financement des partis politiques, oui. La question qu'on se pose en ce moment, et c'est peut-être pour ça qu'on a des problèmes aussi en ce moment, c'est justement si les marchés publics sur lesquels on travaille en ce moment n'ont pas vocation à financer les élections de l'année prochaine, en partie, qu'on est en train d'y travailler.
Donc au niveau du Parlement européen, on a fait un rapport où on disait voilà les moyens de trouver de l'argent, la taxe digitale, la taxe plastique, voilà. Et la meilleure solution, ce que disait le Parlement, pas seulement moi, c'est une petite taxe sur la spéculation. L'idée est toute simple, tous on paye de la TVA. Quand on fait nos courses, quand on achète une chocolatine ou un morceau de pain, même les plus pauvres, ceux qui donnent un pain au chocolat pour les gens qui ne sont pas béarnais, personne n'est parfait. Donc, mais même, je redeviens sérieux, même les plus pauvres, ceux qui mendient à la sortie du métro, dès qu'ils ont trouvé 3 €, ils vont s'acheter de quoi manger et ils payent 5,5% de TVA. Et quand on achète un téléphone, c'est 20%. Mais tout le monde paye de la TVA, au moins 5,5%, même sur les trucs fondamentaux comme avoir de quoi manger. Mais sur les marchés financiers, c'est 0,0%. 0,0%. Donc, quasiment tous les députés, sauf l'extrême droite, ont voté un rapport pour dire qu'il faut créer une taxe sur la spéculation. Une petite taxe à 0,1%. On a pris un truc qui fait consensus. Il y a des gens qui proposent des mesures plus radicales. Mais pour avoir 70% des députés, ce qu'on a mis dans le rapport, c'est une petite taxe à 0,1%. Et même si elle est petite, à 0,1%, elle rapporterait 57 milliards chaque année. Donc on ne dit pas que ça suffit, mais déjà si tu as chaque année 57 milliards, tu peux donner un coup de main à ceux qui veulent faire de la rénovation thermique, tu peux aider les agriculteurs. Aujourd'hui, tous les agriculteurs ont compris l'urgence climatique. Je peux te couper ? Bien sûr. Ta taxe, elle est européenne ? Ta taxe, elle est que française ? Elle est sur les marchés financiers, elle est sur les... Au début, on voulait pour les 27 pays. Et en fait, comme il y a des pays qui bloquent complètement, on a lancé une coopération renforcée. Donc l'Allemagne est d'accord. 57 milliards à l'échelle européenne. Les 57 milliards, tu as raison de préciser, c'est si tous les pays des 27 le font. Mais même s'il y a seulement la coopération renforcée, seulement les 10 pays les plus motivés, on aurait déjà 35 milliards. Voilà, ce qui est possible, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est une petite taxe, 0,1%. Tout est prêt techniquement. L'autre jour, je montrais à un ministre les 1500 pages de l'étude d'impact, tout est prêt. Et les seuls qui bloquent, je vais commencer peut-être à sortir mes preuves. Sinon, caméraman. Attention, caméraman, il y a bientôt une preuve qui va sortir. Alors, pour ceux qui nous écoutent, j'en profite pour me lever un peu. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, on essaiera de vous décrire à quoi ça ressemble. Et donc, le rapport du Parlement européen qui dit qu'on peut toutes les ressources, c'est ça, mais vous allez sur le site taxonlaspéculation.com et vous trouvez toutes les infos précises. Vous pouvez relire tout à tête reposée, tout est en français et en anglais sur le site taxonlaspéculation.com. Donc ça, c'est un extrait du texte qui a été voté en novembre 2020 par tout le Parlement européen. Et puis, un haut fonctionnaire est venu me voir discrètement, il ne voulait même pas me l'envoyer par Internet. Attention, c'est un haut fonctionnaire qui est venu te voir discrètement. Je montre la lettre, pardon, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est un vrai. D'une façon officielle, non officielle, c'est un fonctionnaire non qui s'est pas officiel, fait c'est graisser quelqu'un, la patte je ne dirais pas ça monsieur. Non, pardon. Bertrand, je comprends très bien la volonté de dire les choses, de ne jamais mentir, de jamais inventer un argument, mais cette lettre est tout à fait authentique. Elle est sur le site taxonlaspéculation.com. C'est une lettre de Gernot Blümel, qui est le ministre des Finances autrichien, la droite autrichienne, ce n'est pas quelqu'un de ma famille politique, mais le ministre des Finances autrichien, en janvier 2020, dit « L'Autriche veut relancer la négociation pour la taxe sur les transactions financières ». C'est sur ton papier, là. Je suis sûr de mon papier et il est sur le site taxonlaspéculation.com. C'est pas faux. Non, et même il y a 2 semaines, si vous allez sur mes réseaux, j'étais face à Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale et Bruno Le Maire ne le conteste pas. Bruno Le Maire, vous allez sur mes réseaux, Bruno Le Maire, devant tous les députés, j'étais accepté comme député européen, on a le droit de participer aux auditions, et il a dit qu'il allait répondre à la lettre du ministre autrichien. Et j'étais allé le voir en tête-à-tête peu de temps avant, et je lui avais donné la lettre. Voilà. Et personne ne peut contester la vérité de cette lettre. Donc même la droite autrichienne dit « Nous voulons relancer la taxe sur les transactions financières, mais si c'est la France qui l'emporte, nous allons claquer la porte, nous quittons la salle des négociations. » Et pourquoi ? Parce que la version portée par la France fait que 99% des volumes financiers, ce que dit le ministre autrichien, c'est que ce que propose Bruno Le Maire, c'est une taxe qui ne concerne que 1% des volumes financiers et où 99% des transactions ne sont pas taxées. Voilà. Et c'est absolument scandaleux. Donc, il veut taxer à hauteur de combien ce pourcent ? En France, alors c'est ça tout le paradoxe, et c'est une question très importante, parce que Bruno Le Maire répond, il déteste les questions là-dessus, mais Bruno Le Maire répond en disant la France est d'accord, il y a déjà une taxe sur les transactions financières en France. Et c'est vrai, c'est le monde à l'envers, c'est qu'après la crise financière de 2008, là, il y a eu une pression en disant les banques ont eu des centaines de milliards pour les aider, il faut mettre une taxe. Et Sarkozy avait accepté de mettre en place une taxe à 0,1%.
et Hollande l'avait créée vraiment à 0,2, et maintenant elle est à 0,3%, mais elle ne concerne la taxe qui existe en France que 1% des volumes financiers. Et donc Bruno Le Maire, il y a 3 semaines à l'Assemblée, me dit « Mais monsieur Larouturou, il commence à me dire « Oui, c'est votre combat ». Je lui réponds « Non, ce n'est pas mon combat, c'est 80% des députés, tout le monde, à part l'extrême droite, veut créer cette taxe ». Et il explique que la taxe qui existe en France a rapporté 1,6 milliard l'an dernier. Donc je redis, en France, il y a une taxe, mais elle est seulement sur 1% des volumes, les actions des très très grandes entreprises, et pas les obligations et pas les produits dérivés. Donc c'est seulement sur 1% des transactions financières, et elle a déjà rapporté 1,6 milliard l'an dernier. Donc il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour se dire qu'une taxe, si elle ne concerne que 1% des volumes, elle a rapporté 1,6 milliard. Si on taxait l'ensemble des transactions financières, on peut comprendre que ça rapporterait beaucoup plus. Est-ce que ça ralentirait le fait que certains font des allers-retours en faisant de l'hyperfrequency trading? Alors oui, ceux qui font vraiment... Autant ceux qui ont une gestion de père de famille ou de mère de famille qui achètent quelques actions de Danone ou quelques actions de ce que tu veux, ou d'une autre marque, où je n'ai pas d'intérêt chez Danone, mais qui le gardent pendant 4 ou 5 ans. Pendant 4 ou 5 ans, ceux-là, ils s'en fichent de payer 0,1% au début. Ils espèrent gagner 10% avant de revendre. Donc pour eux, 0,1, c'est marginal. De même que toi, quand tu achètes des chaussures ou un téléphone ou du pain, tu acceptes de payer de la TVA. Et par contre, ceux qui gueulent, ceux qui hurlent, c'est ceux qui font du trading à haute fréquence qui n'a aucune utilité économique. Aucune utilité économique et qui est même dangereux en période de crise financière, mais qui s'en foutent plein les poches. Voilà, j'ai vu sur le site de BNP Paribas que le salaire d'un trader, c'est 28 000 euros par mois, 28 000 euros sans les bonus. Donc peut-être que ceux-là... Oui, mais on va les aider. Peut-être qu'ils vont perdre 3 000. Oui, je sais que tu as le cœur tendre. Donc ces pauvres traders qui étaient à 28 000... Mais oui, on est là... Ils étaient à 28 000 euros et peut-être qu'ils vont avoir seulement 24 000. Et on va les aider parce que c'est pas drôle de vivre avec seulement 24 000. Voilà, non, on va les aider, on est des humanistes. Donc le bourgeoisisme, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, on va utiliser tous les leviers possibles pour enrichir la classe bourgeoise. Donc un des leviers, c'est d'augmenter l'exploitation au travail. Donc ça, Macron et Hollande avant lui l'ont fait, c'est-à-dire faire en sorte que le travail paye de moins en moins et que le capital soit de plus en plus rémunéré, qu'il y ait de moins en moins de contraintes à avoir des salariés dans ce pays et à les exploiter un maximum. Donc ça, c'est ce qu'il a fait. Mais il y a autre chose qu'il a fait, et de façon vraiment éclatante et qui aura des conséquences durables, puisque ça a ponctionné nos finances publiques, et ça pèse directement, en fait, ce sont nos impôts qui vont là-dedans, c'est donc les aides publiques aux entreprises. Alors là, on a les chiffres du coup, ça doit s'arrêter en 2019-2020 peut-être. Oui, 19. Voilà, 160 milliards d'euros par an qui sont distribués aux entreprises privées. C'est plus que le budget d'éducation nationale, hein, donc c'est vraiment le premier poste de dépenses publiques, donc c'est énorme. Et ce qui est fou quand on regarde le détail de tout ça, c'est que c'est énormément de choses qui ne sont même plus évaluées, ou alors dont les évaluations qui sont négatives sont passées sous silence. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des dispositifs comme les exonérations de cotisations patronales, c'est-à-dire que jusqu'à 1,6, puis 1,8, puis 2,6 SMIC en termes de salaire, toute une partie de ces salaires sont exonérés de cotisations patronales. Donc ça veut dire que concrètement, ce n'est plus l'entreprise qui paye à la Sécu la protection sociale, c'est l'État qui va payer à sa place. Ça, il faut bien le retenir, parce que parfois des gens me disent « Oui, mais une exonération, c'est pas une aide ». Bah si, parce que si on exonère quelqu'un de quelque chose, il faut bien que ce soit quelqu'un qui paye, donc ça va être le contribuable. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un dispositif comme ça, donc rien que les exonérations de cotisations patronales, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. En fait, toutes ces évaluations, depuis le début, ça a été initié sous Hollande et développé sous Macron, ont montré qu'il n'y a pas d'effet positif sur l'économie. Ça n'a pas d'effet même sur l'emploi, parce qu'en fait, ça détruit d'autres emplois plus que ça n'en crée, parce que ça détruit des emplois, notamment dans les services publics, puisque pour financer ça, il faut bien couper ailleurs. Et puis, je trouve encore plus pernicieux et qui montre qu'on n'est vraiment pas dans du libéralisme, c'est que des économistes, notamment de Lille, ont montré que ça avait un effet pervers sur le fonctionnement des entreprises de recevoir autant d'argent public. C'est du coup, ça les incite pas du tout à être aventureuses, à investir, etc. C'est-à-dire que ça favorise, c'est-à-dire qu'il y a des rentes comme ça qui sont versées aux entreprises et qui favorisent des comportements très, très vicieux
sur le plan économique. Une des choses, je trouve, qui est très révélatrice, sont les aides à l'apprentissage. Alors là, les aides à l'apprentissage, c'est hallucinant. C'est-à-dire que pour un apprenti en première année, c'est l'État qui paye quasi tout maintenant. On est à ce stade, enfin, qui paye tout. Donc en fait, n'importe quelle entreprise peut prendre des apprentis, des jeunes apprentis, ça leur coûte rien. Et toute taille d'entreprise, c'est ça qui est fou, c'est qu'en plus, ces aides sont distribuées. Évidemment, quand on pense entreprise, parfois on pense à l'artisan du coin qui galère, on se dit, il a bien besoin d'un coup de pouce. Mais non, c'est des aides qui sont majoritairement captées par les plus grosses, puisque ce sont des aides qui sont adossées à la masse salariale. Donc, c'est les groupes qui récupèrent le plus. Et les aides à l'apprentissage, ce qui est hallucinant, c'est que les effets que ça crée, c'est que plutôt que de stimuler l'apprentissage, de faire en sorte qu'on forme bien les jeunes, que les entreprises puissent s'investir dans leur éducation, leur apprendre des métiers, bah non, en réalité, ils sont utilisés comme une sorte de main-d'œuvre peu chère et corvéable à merci. Parce que c'est ça, quand vous avez un truc qui vous coûte rien, bah vous le traitez mal, ça arrive aussi. Donc voilà. Et des apprentis, ça peut être des élèves d'HEC qui vont faire du training dans une banque. Mais en plus, c'est ça. Pareil, Apprenti, maintenant, ça veut tout et rien dire. C'est pas juste c'est ça, c'est quelqu'un pas qui fait de la forcément manuelle. des apprentis coiffeurs ou des gens dans l'industrie ou des chaudronniers. Maintenant, l'apprentissage, c'est à tout niveau. Donc, en fait, c'est du salariat gratuit. C'est ça qui est étonnant, en fait, en France, c'est qu'en fait, c'est comme si, quand on voit ce qu'on dépense pour nos entreprises privées, en réalité, c'est comme si on vivait dans une économie administrée, au sens où c'est bien l'État qui subventionne l'économie. On n'est pas du tout dans une économie dérégulée, sauf que ça ne nous donne aucun pouvoir. C'est-à-dire que c'est juste le contribuable donne cet argent et les entreprises en font ce qu'elles veulent. Et je donne des exemples dans Parasite. Ça veut dire que concrètement, sur certaines aides à l'investissement, par exemple, les entreprises, on peut dire « Ok, on va s'acheter des machines avec, et puis ces machines, on va les expédier dans notre usine en Roumanie. » Donc en fait, même les entreprises françaises, dans le cas des groupes internationaux, n'en voient pas la couleur. Et évidemment, les salariés n'en ont pas vu la couleur.